suis prête maintenant à reconnaître Madame la députée de Taillon, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, prêts et bourses, technologie, recherche et innovation. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Je dois dire que c'est assez troublant pour moi qui suis porte-parole en matière d'enseignement supérieur et donc la porte-parole de ma formation politique qui est censée réagir à ce projet de loi et m'impliquer d'un bout à l'autre du processus dans l'étude de ce projet de loi. C'est assez troublant pour moi de voir ce que j'ai entre les mains. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui n'a mais alors rien à voir avec les dossiers que je porte. Et j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui déborde complètement l'enjeu autour duquel nous sommes mobilisés depuis 3 mois, qui est la hausse des frais de scolarité pour les étudiants. Je suis également très troublée, Madame la Présidente, et j'espère que vous me permettrez tout de même de le dire. Le projet de loi numéro 78 est présenté par la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. C'est ça qui est écrit. Je n'ai pas entendu la ministre venir nous expliquer son projet de loi. J'ai entendu le ministre de la Sécurité publique. Je veux bien comprendre que le ministre de la Sécurité publique ait quelque chose à voir parce que je lis bien le projet de loi et effectivement, il a une teneur qui relève de ces dossiers. Mais je ne comprends pas que la ministre qui présente le projet de loi ne prenne pas le temps de nous expliquer comment elle croit que le conflit étudiant, qui a comme point de départ la hausse draconienne des frais de scolarité, comment elle ne comprend pas que c'est ça qui est au cœur du débat, comment elle ne comprend pas qu'elle aurait dû venir avoir le courage de nous l'expliquer et de défendre son projet de loi. Ce projet de loi, comme mes collègues, comme ma chef, j'ai eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Je n'ai pas la formation juridique que d'autres ont, mais je sais lire. Et je vous avoue que je suis ce soir, je ne suis pas la seule au Québec, j'en suis persuadée, estomaquée de ce que nous avons entre les mains. Je ne veux pas m'attarder à en faire à ce moment-ci une étude détaillée, on fera ça plus tard, et j'ai d'autres choses à dire ce soir. Mais je peux quand même vous dire que je vois dans ce projet de loi des violations graves des droits fondamentaux pour tous les citoyens. Et je ne sais pas si j'ai bien entendu tout à l'heure le ministre de la Sécurité publique, mais il me semble qu'il a dit que si ce projet de loi était attaqué devant les tribunaux, eh bien on y verra. Et s'il est anticonstitutionnel, eh bien on verra. Est-ce qu'on n'aurait pas pu y voir avant ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu vérifier si ce projet de loi ne viole pas les principes de l'indépendance judiciaire, comme on a l'impression qu'il le fait? Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir qu'il donnait un jugement arbitraire à la ministre incroyable, et sur l'application de ce projet de loi et sur d'autres? Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir qu'il viole le droit d'association de façon évidente et la liberté d'expression? Est-ce qu'on n'aurait pas pu non plus voir qu'il met sur les directeurs d'établissement, sur les professeurs, sur les parents, un poids, une responsabilité immense, hors de bon sens? Bref, est-ce qu'on n'aurait pas pu voir que ce projet de loi est un coup de force, est une réponse violente, je dirais, à un conflit qui avait comme base la hausse des frais de scolarité? Alors, Madame la Présidente, vous me permettrez, puisque je suis porte-parole en matière d'enseignement supérieur et que j'ai passé toute ma vie dans l'enseignement supérieur, toute ma vie professionnelle, puis je pourrais dire finalement toute ma vie, parce que si je compte les années où j'ai étudié, il y a peu d'années dans ma vie où j'ai fait autre chose qu'étudier ou enseigner. Je vais remonter dans le temps, parce que ce n'est pas vrai que ce soir on ne fait qu'avoir
un coup de force avec un projet de loi qui répond à 3 mois de conflit étudiant. Ce qu'on a en ce moment, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est quelque chose qui vient atteindre profondément tous les progrès qu'on a faits au Québec depuis plus de 50 ans. Et vous allez me permettre de faire juste quelques petits rappels historiques. Je le fais sérieusement parce que je pense que si on veut comprendre la dérive actuelle du gouvernement, il faut comprendre qu'il dérive à partir de quand. Il faut savoir à partir de quand il commence à dériver. Vous allez me permettre de citer, je montre tout simplement comme ça, je vais vous dire ce qu'il y a sur cette publicité. Publicité, Le Devoir, 7 juin 1960. C'est une année magique pour nous, 1960. Moi, j'étais évidemment beaucoup plus jeune à l'époque, mais je me souviens, je l'ai vraiment vécu dans ma famille, du vent de libération qu'a représenté pour le Québec l'arrivée au pouvoir de Jean Lesage. J'avais 12 ans à l'époque, assez grande pour comprendre qu'il se passait quelque chose d'important. Dans cette publicité du Parti libéral parue donc le 7 juin 1960, on dit la solution libérale, 2 points. Premièrement, considérer l'instruction à tous les degrés comme un problème familial et une responsabilité provinciale. Ajustons cela en langage d'aujourd'hui. On comprend très bien qu'il y a là une responsabilité familiale et individuelle et aussi une responsabilité, on dirait aujourd'hui, collective. Deuxièmement, gratuité scolaire totale, de la petite école à l'université inclusivement, pourvu que l'étudiant ait le talent et la volonté requis. Gratuité des manuels scolaires dans toutes les écoles publiques, c'est le troisièmement. Et quatrièmement, allocation de soutien couvrant logement, pension et vêtements selon les besoins de l'étudiant. Ça, Madame la Présidente, c'est le legs de ce qu'on a appelé ensuite la Révolution tranquille. C'est une chose dont nous avons raison d'être fiers, et ce sont des principes sur lesquels s'appuyait la Révolution tranquille, dont probablement l'élément majeur a été la démocratisation de l'enseignement, de l'éducation, qui a ensuite ouvert toutes les autres portes aux Québécois et aux Québécoises. Et si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, un peuple capable de se prendre en main, capable de traiter des affaires, capable de comprendre les grands enjeux du monde, capable de traiter avec tous les États, capable de se poser des questions et capable d'être les meilleurs dans bien des domaines, c'est parce que, il y a 50 ans, il y a un parti libéral qui avait ces principes-là. J'arrive un peu plus près de nous, mais quand même pas trop près. J'arrive au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, un pacte des Nations Unies qui a été adopté le 16 décembre 1966 et le Québec y a adhéré le 21 avril 1976. 1976, Madame la Présidente, vous savez que pour le Parti québécois, c'est une date aussi importante que l'a été 1960 pour le Parti libéral. Je crois que ce sont 2 dates éminemment respectables dans l'histoire du Québec. 1960, Jean Lesage, 1976, René Lévesque. Et cette année-là, donc, nous avons adhéré à ce pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Je ne vous le lirai pas en entier, c'est trop long, mais je vous dirai simplement qu'il y a un article qui dit ceci. L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment
par l'instauration progressive de la gratuité. Pourquoi est-ce que je sors ça maintenant? Parce que c'est sur ces principes que s'est bâti ensuite, se sont bâties les valeurs québécoises et les modalités d'accession à l'enseignement supérieur. Ce qu'on appelle le modèle québécois, il s'est construit sur ces valeurs. Et la tendance a été, au moment où on a vraiment développé les universités et rendu l'accès à l'université le plus facilitant possible, l'idée s'est développée que cela devait être le moins cher possible. On n'a pas fait le choix, à la fin des années 60, début 70, on n'a pas fait le choix à ce moment-là de la gratuité totale. Mais on a fait le choix du coût le plus bas. Et vous le savez, pendant des années, ça a été le cas quand moi j'ai étudié, ça coûtait 500 $ par année pour aller à l'université. Et on a gardé ce montant-là parce qu'on avait adhéré à ce pacte, parce qu'on avait adhéré aux valeurs du début de la Révolution tranquille et on pensait qu'il était légitime qu'il n'y ait pas d'embûche à l'entrée à l'université. Et que pour ceux et celles qui avaient besoin d'aide financière, il était légitime également de leur en accorder sur fond de prêts et de bourses. C'est de là que nous venons. C'est ça l'histoire du Québec. Et c'est ça qui a permis à des générations et des générations d'avoir accès à l'université. Et c'est ça, selon nous, qui est mis en péril en ce moment. Et nous avons la triste impression que c'est mis en péril par des gens qui oublient notre passé, qui oublient ce qu'ils ont déjà défendu, qui oublient les principes qui les ont animés quand ils ont commencé à faire le métier qu'ils font aujourd'hui. Je vais vous citer un troisième texte, Madame la Présidente. J'espère qu'il troublera un peu les collègues d'en face. Il y avait un chef libéral en 1999, le 25 mars précisément, qui faisait une conférence à l'université Laval. L'article qui rapporte sa conférence dit ceci. Le chef libéral a insisté sur la nécessité de créer une loi cadre sur les frais de scolarité qui, selon lui, permettrait l'accessibilité de l'éducation pour tous, de même que le maintien des frais de scolarité à un seuil bas. Le gouvernement doit respecter sa décision de geler les frais de scolarité. À cet égard, je lui demande de donner les moyens aux universités de respecter les engagements qu'il a pris sur cette question. Ce chef libéral, Madame la Présidente, c'était le Premier ministre actuel. Nous ne sommes pas un siècle plus tard. Nous sommes, si on regarde ça aux yeux de l'histoire, quelques années plus tard. Et ce que nous combattons depuis 3 mois, ce n'est pas pour embêter nos collègues d'en face. Ce n'est pas parce qu'on a des lubies, ce n'est pas parce qu'on a de l'entêtement, c'est parce que nous voulons rester dans cette filiation dont nous sommes fiers depuis 1960, de donner accès à l'université à tous les jeunes du Québec qui en ont le talent et la volonté. Et ce pourquoi nous sommes extrêmement tristes ce soir, c'est parce que nous avons l'impression d'avoir entre les mains un outil qui est un outil de répression, qui n'a rien à voir avec le fond de la question. Un outil qu'on nous met comme ça en dernière limite, faute d'avoir été capable de régler un conflit de façon raisonnable et de façon pacifique. Alors je vais revenir un peu au fond de la question. L'éducation, c'est sûr que c'est un investissement personnel. C'est sûr que pour une personne, un citoyen, une citoyenne, investir en éducation, c'est se donner des chances
de réussir dans la vie, de bien gagner sa vie. Mais je dirais, c'est d'abord et avant tout, et il faut d'abord le mettre en premier, c'est d'abord et avant tout se donner des outils pour comprendre le monde, pour décoder ce qui se passe, pour nommer les choses. C'est quoi le propre de l'être humain, Madame la Présidente? Le propre de l'être humain, c'est d'être capable d'aller au-delà de ses instincts, à comprendre ce qui se passe et à agir sur le monde. On ne le fait pas toujours de la meilleure façon possible. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle un cerveau et qui, si on le développe bien et si on le stimule, est un outil extraordinaire pour faire que le monde progresse, que le monde se transforme. Et donner à quelqu'un un outil pour qu'il comprenne le monde, c'est lui permettre d'être un citoyen et une citoyenne à sa pleine mesure. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'il y a dans mon comté, certainement comme dans le vôtre, Madame la Présidente, dans tous les comtés, des quartiers où des gens ne savent pas lire et ne savent pas écrire. De quoi sont-ils privés d'abord quand ils ne savent pas lire et pas écrire? C'est vrai qu'ils sont privés de revenus. C'est vrai qu'économiquement, ils sont très souvent des gens pauvres. Mais ils sont privés d'abord de dignité. Ils sont privés d'abord de dignité. Parce qu'ils ne savent pas maîtriser ces outils qui donnent accès à la connaissance. Alors oui, l'éducation, c'est un bien précieux pour les personnes. Et bien évidemment, c'est un bien précieux pour les collectivités. Le niveau de développement du Québec ne serait pas ce qu'il est et ne se maintiendra pas si on ne met pas tous les efforts possibles pour développer non pas une économie du savoir, mais bien une société du savoir. Et nous avons l'impression triste que c'est à cela qu'on s'attaque depuis 1 an avec le gouvernement libéral. Je dis depuis 1 an parce que la crise récente date de 3 mois, mais depuis 1 an, nous avons un budget qui nous a annoncé une hausse draconienne des frais de scolarité. Et j'ai bien entendu mes collègues depuis 3 mois essayer de nous justifier sous toutes les coutures que ça dérangerait personne, que ceux qui auraient besoin auraient une compensation et que finalement ce serait à peu près comme avant, la même accessibilité. Ça n'est pas vrai, Madame la Présidente. Je voudrais vous lire un extrait parce que le grand danger quand nous sommes ici, c'est de parler en oubliant les gens qui vivent les situations. C'est de parler de principes, c'est de parler de normes, c'est de parler de règlements, c'est de parler de chiffres, de statistiques. Le grand danger, c'est d'oublier de parler de ce que les gens vivent. Mais les gens, ils se font entendre. Aujourd'hui, dans Le Devoir, une libre opinion que je peux citer, puisque c'est un texte public, d'une dame de Trois-Rivières qui s'appelle Sandra Pronovo. Et ça s'appelle « Lettre à ma fille de 10 ans ». Je ne vous lirai pas toute la lettre, bien entendu, mais elle est en page A8 du Devoir, et je vous invite à la lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Je veux juste vous citer un extrait. C'est évidemment une lettre qu'elle écrit à sa fille, mais sur fond de conflit social que nous avons en ce moment. Elle parle à sa fille. Elle dit « J'ai valorisé le savoir en retournant à l'université à 30 ans, convaincue que c'était ma voie vers une carrière qui me permettrait de nous faire vivre décemment. Même si cela exige de nous de faire partie des gens pauvres pendant quelques années. Même si pour cela je renonce à un salaire et je m'accroche au filet social qu'est l'aide financière, acceptant par la bande d'en sortir très endetté. L'espoir que j'ai de vous offrir une vie meilleure est ma principale source de motivation. Si je devais m'être trompée, dit-elle, j'espère que tu me pardonneras. » Elle écrit à Ophélie, qui a
10 ans. Ophélie, qui a 10 ans, de même que les enfants qui ont entre 10 et 14 ans, sont ceux qui devront vivre avec la hausse de 82% des frais de scolarité dans 7 ans. Ce soir, Madame la Présidente, je pense bien sûr aux étudiants et aux étudiantes qui sont dans la rue, ceux et celles qui ont l'amabilité de nous soutenir et d'être avec nous en cette nuit, et je les en remercie. Merci infiniment d'être là, ça nous fait vraiment du bien. Et je pense à vous. Mais je pense aussi à mon petit-fils, qui a fait d'ailleurs la manifestation du 22 mars avec le carré rouge, avec sa mère, et auquel j'ai demandé le soir, Émile, j'ai dit, pourquoi est-ce que tu es allé faire ça? C'était quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui se passait? Il m'a dit, c'est parce qu'ils veulent augmenter les tarifs pour aller à l'université. Il a 8 ans, mais il avait compris quelque chose. Et moi, je sais que les enfants qui aujourd'hui sont au primaire, au secondaire, sont ceux qui vont être touchés de plein fouet par la hausse des frais de scolarité qui a été décrétée. Il faut rappeler, Madame la Présidente, on le répétera jamais assez en ce moment, il faut rappeler qu'au tournant des années 90, le gouvernement libéral a haussé de 320% les frais de scolarité. Je ne fais pas une erreur parce que je parle à 2h15 du matin, je dis bien ce que je dis, 320%, c'est passé de 500 $ à 1600. Mon collègue de Jonquière me dit qu'il a connu ça. Plus récemment, depuis 2007 jusqu'à 2012, nouvelle hausse des frais de scolarité de 30%. 500 $ de plus que les étudiants et les étudiantes paient en ce moment. C'est pas vrai qu'on a 40 ans de gel, comme j'ai entendu le Premier ministre le dire abondamment. C'est faux. On est encore cette année en train de hausser. Est-ce qu'on va devoir continuer comme ça? Est-ce qu'on va devoir penser que nos enfants et nos petits-enfants auront, eux, à subir un soi-disant rattrapage à cause des choix que le Québec a faits? Je n'accepte pas cela, Madame la Présidente. Les choix que le Québec a faits et dont je vous ai rappelé quelques jalons, je suis fière qu'il les ait faits. Et je pense que s'il ne les avait pas faits, nous ne serions pas là aujourd'hui pour plusieurs d'entre nous. Et je crois que la société québécoise n'aurait certainement pas l'état de développement qu'elle a, et d'ouverture d'esprit et de connaissance qu'elle a. On ne peut pas dire ces choix-là n'étaient pas bons et on va prendre la mesure de ce qu'on payait en 1967 ou 1968 et on va faire une indexation de 40 ans en arrière et voici ce que ça va coûter aujourd'hui. Et il se trouve que des jeunes qui n'ont rien eu à voir avec ces choix vont, eux, dans 7 ans, subir la cruauté de cette augmentation. Et il est faux de dire on le reprendra tant qu'on sera capable de le faire, certains arguments qui ont été évoqués récemment et qui sont entre autres dans les pages publicitaires que le gouvernement s'est payé pour faire passer ses idées. On reprendra cette question de l'aide financière aux étudiants et aux étudiantes. Vous avez vu qu'elle était inscrite dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure de la publicité du Devoir en 1960 disait bien, je voudrais qu'on l'ait encore bien à l'esprit, allocation de soutien couvrant logement, pension et vêtements selon les besoins de l'étudiant. C'est pour ça que depuis ce moment-là, on a ce qu'on appelle une aide financière aux études. Et il est faux de prétendre que l'aide financière rajustée selon les nouvelles modalités du gouvernement va permettre à la moitié des étudiants d'étudier sans avoir à en assumer les frais.
Ce qu'il faut dire, et j'aimerais bien, s'il y a des gens qui, à cette heure-ci, qui est un peu une heure indue pour discuter de toutes ces choses-là, nous écoutent, j'aimerais bien que l'on sache une chose précise. C'est environ 17 à 18% des étudiants et des étudiantes du Québec qui ont droit à une bourse. Une bourse, ça veut dire que on vous donne de l'argent pour étudier, mais que vous n'avez pas à le rembourser. Tous les autres, s'ils ont accès à quelque chose, c'est à un prêt. C'est quoi un prêt? C'est de l'argent que vous devez rembourser avec les intérêts qui y sont assortis. Il est faux donc de penser que d'augmenter le nombre d'étudiants qui reçoivent des bourses règle le problème. Une des grandes craintes que nous avons, c'est que cet endettement envisagé soit un frein à l'accessibilité. Imaginez une famille de la classe moyenne qui a 1, 2, voire 3 enfants, cela existe, qui veulent aller à l'université et qui reçoivent aujourd'hui le signal que ça va coûter 82% de plus dans 7 ans. Imaginez aussi, et c'est malheureux mais c'est comme ça, que vous soyez dans une région où il y a peu de parents qui ont été à l'université. En Outaouais, par exemple, 70% des étudiants sont de première génération. Leurs parents n'ont pas été à l'université. À l'Université du Québec, à Montréal, qui reçoit des jeunes de beaucoup de régions, 60% des étudiants ont des parents qui n'ont pas été à l'université. C'est ça la réalité du Québec aujourd'hui. Alors, la ministre de l'Éducation pourra bien s'acheter des mots-clés sur Google pour essayer de nous vendre l'idée que l'éducation est un investissement personnel extraordinaire, si le signal que le Parlement et que le gouvernement donnent, c'est que ça coûte très cher d'étudier et que vous faites le calcul multiplié par 1, 2 ou 3 enfants, c'est sûr qu'il y a des couches de la société qui n'iront. Est-ce que le Québec a le moyen de prendre ce risque-là? Certainement pas. Et c'est pour ça que depuis tant de semaines, et c'est pour cela que depuis tant de mois, nous combattons la hausse des frais de scolarité. Et aucun des arguments qui a été évoqué par nos collègues du gouvernement libéral, aucun ne nous a convaincus que nous avions tort dans ce combat. Une chose qui nous a réjouis toutefois, énormément réjouis, c'est que ce combat n'est pas un combat d'initiés. Ça n'est pas un combat d'étudiants universitaires et seulement de professeurs et d'étudiants. C'est devenu un combat social. Ce pourquoi le gouvernement est si mal pris ce soir, ce pourquoi il nous arrive avec une loi matraque qui n'a pu rien à voir avec les enjeux dont je viens de parler depuis quelques minutes, c'est parce que le gouvernement a perdu le sens des valeurs, il a perdu le fil, pour ne pas dire qu'il a perdu, je crois, un peu la raison ce soir. Ce pourquoi nous nous battons, ce pourquoi nous nous battons avec une certaine férocité, c'est pour préserver ce qui a fait la beauté et la noblesse de notre système d'éducation au Québec. Et ça n'est pas vrai qu'on va laisser un gouvernement mettre une croix là-dessus. D'autant plus que nous avons attiré, et les étudiants ont attiré, de façon extraordinaire, de grands pans de la société québécoise. Nous avons participé aux 2 grandes manifestations récemment, particulièrement celle du 22 mars, qui était très centrée sur le combat contre la hausse des frais de scolarité. Nous avons vu une population québécoise extraordinaire. Des jeunes, des parents, des grands-parents, des enfants, dans un climat extrêmement respectueux de manifestation, des gens qui avaient envie de vivre, qui avaient envie d'étudier, qui avaient envie de transmettre cette valeur-là à leurs enfants.
et qui essayait de faire entendre raison au gouvernement. Et depuis, on ne compte plus le nombre de personnes, de groupes, de chercheurs, de personnalités anciennes ou présentes de la société québécoise qui sont venus joindre leur voix pour nous dire, écoutez, nous avons un bien précieux. Nous avons des universités de grande qualité, nous avons des professeurs remarquables, nous avons des étudiants d'une intelligence vive. Et s'il y a une chose, Madame la Présidente, dont on peut convenir, certainement tous ceux et celles qui sont ici ce soir, c'est que les jeunes qui sont à la tête des mouvements étudiants se sont révélés être, vous m'excuserez le mot, mais des produits, entre guillemets, magnifiques du système d'éducation au Québec. Et ne serait-ce que pour cela, cela valait la peine de les connaître et de les entendre. Mais ne serait-ce que pour eux et pour ceux et celles qu'ils représentent, cela vaut la peine aussi de protéger un système d'éducation qui manifestement a donné d'aussi beaux résultats. Madame la Présidente, vous comprendrez que nous combattrons ce projet de loi de toutes nos forces. Il n'a rien à voir avec le cœur du problème et surtout, il n'a rien à voir, plus rien à voir avec les valeurs du Québec. Merci. Bravo.